Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Silmo News, votre émission dédiée à l'actualité de la filière optique lunetterie et à toute l'actualité du Silmo. Ça y est, le décompte est lancé, c'est dans 3 mois qu'aura lieu le plus grand salon mondial de l'optique Silmo Paris. Mais avant ce grand rendez-vous, nous poursuivons nos rencontres ici dans notre studio. Michael Dorian reçoit aujourd'hui Thomas Husson, il est vice-président du cabinet de recherche Forrester. Ensemble, ils vont parler retail, expérience client, intelligence artificielle, lunettes connectées et plus largement de l'évolution du métier d'opticien, digitalisation des points de vente, convergence entre audio et visio, arrivée de l'IA générative, nouvelles attentes des consommateurs, sans oublier l'arrivée en force désormais des lunettes connectées. Bonjour à tous les deux, c'est à vous Mickaël. Bonjour Thomas Husson. Bonjour. Est-ce que pour commencer, vous pouvez en quelques mots vous présenter ? Oui, je suis Thomas Husson, donc je suis vice-président et analyste au sein du cabinet Forrester. C'est un cabinet indépendant et j'étudie les tendances autour du retail, du marketing, de l'expérience client et de l'IA et j'accompagne un certain nombre de dirigeants sur ces problématiques-là. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur l'évolution du marché de l'optique lunetterie ? Très intéressant parce qu'il est en train d'être bouleversé, il est à la convergence de plusieurs tendances. On est au départ sur un marché qui est très lié à la problématique de la santé, de la technologie, mais de plus en plus il est orienté autour de tendances liées au style, à l'aspect mode, et également il commence à être bouleversé pas mal avec l'arrivée de pas mal d'innovations technologiques dont on va parler autour de l'IA, des lunettes connectées, de tous ces sujets. Et comme dans tout l'univers du retail, il faut injecter de l'expérience client dedans, donc il y a des jolis bouleversements en perspective. Alors en dehors de l'optique, quels sont les autres secteurs sur lesquels vous travaillez ? Tous les secteurs qui ont une présence en direct auprès du consommateur, donc ça peut aller à banque, assurance, la mode et différentes thématiques sur des hypermarchés, supermarchés. C'est assez variable puisqu'il y a une distribution avec un client final. Pendant longtemps, le magasin d'optique était avant tout un lieu de vente d'équipements. Aujourd'hui, l'expérience client, on le voit, est devenue centrale. Comment le retail évolue-t-il justement aujourd'hui dans le secteur de l'optique ? C'est vrai qu'avant, on était sur des parcours assez longs. Il y avait d'abord un rendez-vous avec un médecin, un ophtalmo. Ensuite, on allait choisir ses lunettes. En magasin, il y avait un réglage ou une production qui était fait en dehors, dans un labo. On revenait pour réajuster. C'était relativement long comme processus, avec une certaine complexité variable selon les régions et les pays, en fonction de l'intégration de la santé, des mutuelles et toutes ces problématiques-là. Aujourd'hui, on est sur un parcours qui se simplifie, qui est de plus en plus omnicanal, c'est-à-dire à la fois en digital et puis en magasin, où on veut une continuité, une fluidité d'expérience. Il y a une dimension style qui intervient de plus en plus également, parce que ce sont évidemment des objets qu'on porte. Il y a une convergence assez forte avec l'audiologie, qui explose et qui fait qu'il y a de plus en plus d'ouverture de magasins et la possibilité finalement de faire des ventes croisées entre lunettes et équipements auditifs. Et puis, il y a aussi toute une thématique autour de la segmentation. Il y a un grand écart entre ce que peut faire le sud-coréen Gentle Monster, par exemple, et puis lunettes pour tous, avec une promesse de lunettes en moins de 10 minutes pour une somme modique. Alors, vous dites avant, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a une vraie évolution finalement aujourd'hui du retail dans ce secteur, mais il y a aussi des gens qui continuent à consommer à l'ancienne, si on peut dire à l'ancienne, effectivement, qui continuent finalement à aller chez leur ophtalmo, à avoir une prescription et ensuite se rendre dans un magasin traditionnel d'optique et à suivre un parcours plus traditionnel, si je puis dire. Donc, est-ce que c'est pas ce qui rend aussi toujours l'évolution un petit peu difficile ? C'est-à-dire que l'évolution, elle ne peut pas se faire d'un coup, brutalement, et on ne peut pas faire une croix sur ce qu'il faisait avant. Non, et heureusement, parce qu'il y a beaucoup de métiers, de filières impactées, mais on est sur des parcours qui sont de plus en plus segmentés. Il faut adresser différents types d'audiences, certains qui n'ont aucun problème à faire une téléconsultation en magasin, d'autres pour qui préfèrent avoir le parcours traditionnel. De plus en plus segmenté, de plus en plus hybride aussi finalement. De plus en plus hybride, absolument. On l'a vu il y a quelques années, ça s'est pas mal développé, notamment en Asie, aux États-Unis, avec des logiques d'essais morphologiques autour de la réalité augmentée, de plus en plus d'utilisation d'applications mobiles
Lenskart en Inde, par exemple, utilise ça beaucoup et a plus de 100 millions de téléchargements de son application. Donc oui, il faut adresser différentes audiences et il faut, en fonction de tout un tas de critères, finalement délivrer la promesse que l'on fait en tant que marque. Et cette promesse, elle s'incarne différemment selon les cibles, selon les audiences et selon les attentes des uns et des autres. Alors justement, la promesse, aujourd'hui, quelle est-elle? L'attente du consommateur, finalement, elle a changé aujourd'hui. C'est-à-dire, le client, il attend autre chose, finalement, d'une marque optique. Il attend autre chose de son opticien aujourd'hui? Oui, de plus en plus, il y a de manière générale une attente par rapport à l'évolution digitale qui fait que les consommateurs sont de plus en plus impatients. Et l'IA, l'intelligence artificielle, ne va faire qu'accélérer cette attente d'immédiateté. Donc on veut une expérience sans couture, fluide, comme on peut l'avoir sur d'autres types d'expériences digitales. Donc ça met effectivement une certaine pression pour réduire, compresser le délai et faire en sorte qu'on ait de moins en moins d'attentes. Donc ça, je pense que c'est une dimension qui est assez importante. Et puis aussi, on voit bien que sur le métier d'opticien, les compétences aussi évoluent, puisqu'on n'est plus uniquement sur de la vue, mais de plus en plus sur de l'audio. Ouais. Il faut gérer aussi une approche plus empathique, où finalement, l'opticien n'est pas simplement un technicien, un expert. C'est d'abord et avant tout quelqu'un qui va accompagner, conseiller un client, sur l'approche, qu'elle soit stylistique ou d'un point de vue santé. Donc c'est une certaine polyvalence finalement qui se retrouve en magasin, qui est le carrefour des différentes tendances qu'on vient d'évoquer. Alors vous faisiez référence à l'intelligence artificielle, c'est la révolution du moment, on en parle pratiquement dans tous les secteurs aujourd'hui. Celui de l'optique ne fait évidemment pas exception. Concrètement, comment l'IA peut transformer aujourd'hui l'expérience client dans le domaine de l'optique? Alors, il y a beaucoup de domaines en amont, évidemment, sur toute la partie recherche et développement, sur la capacité à personnaliser finalement les verres pour qu'ils soient adaptés à l'unicité et à la spécificité de l'œil. Donc on peut imaginer, et ça commence à se faire déjà, une sorte de jumeau numérique de l'œil qui fait qu'on va adapter une prescription et faire en sorte qu'elle soit réellement personnalisée pour le consommateur final, jusqu'à l'optimisation des flux en boutique où on peut commencer à détecter les mouvements, s'assurer qu'on a l'adéquation entre guillemets dans le magasin s'il y a beaucoup de monde entre le nombre de vendeurs et le nombre de personnes qui vont arriver en magasin. Donc il y a des optimisations de flux qui peuvent être faites jusqu'aux produits eux-mêmes, puisque on parle effectivement de plus en plus des lunettes connectées qui augmentent. Donc il y a de nouvelles catégories de produits aussi qui est en train d'arriver. Donc à la fois au niveau de la R&D jusqu'à l'offre elle-même de produits et la distribution elle-même qu'on peut optimiser. Alors justement, en ce qui concerne les lunettes connectées, pendant longtemps, elles ont semblé être un marché de niche, ces lunettes connectées. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Beaucoup se souviennent encore de l'échec des Google Glasses. C'était il y a plus de 10 ans déjà, ces lunettes fabriquées par Google. Et aujourd'hui, pourtant, le marché semble, j'allais dire redémarrer, mais en fait, le marché semble réellement démarrer, parce que pas l'impression qu'il ait vraiment démarré avec Google il y a 10 ans. Google qui vient justement d'annoncer son retour sur ce marché avec des lunettes audio intégrantes Gemini, qui est le moteur d'intelligence artificielle de la marque. Avant, des modèles avaient affiché avec affichage également en réalité augmentée. C'est un peu l'évolution aujourd'hui de ce domaine. D'abord, un mot sur les prémices de la lunette connectée, effectivement. On faisait référence à Google. Pourquoi, à un moment, finalement, ça n'a pas fonctionné? Je pense que c'est beaucoup une question de maturité de marché. Et effectivement, avant 2015, le marché était encore très très peu mûr. Il fallait qu'il y ait d'abord une diffusion d'un certain nombre de technologies qui n'existaient pas encore vraiment à l'époque, au sens où l'IA, notamment l'intelligence artificielle générative, tous ces moteurs d'assistants que vous évoquez aujourd'hui, qui ont finalement une dimension audio
presque aussi importante qu'une dimension vision. Donc ça, c'est un phénomène qui n'existait pas. La technologie s'est améliorée aussi en termes d'autonomie de la batterie, en termes de poids des lunettes, tout simplement. Donc il y a des améliorations technologiques. Et puis à l'époque, et je ne pense pas que ce frein soit levé encore, une problématique évidemment autour de la vie privée, qui avait fait lever de bouclier à l'époque, et ça reviendra probablement, une question effectivement d'adapter ça en fonction des cibles des uns et des autres, selon les technologies qu'on met à disposition ou non, comme la reconnaissance faciale, qui est interdite selon certaines législations. Donc ça dépend aussi des zones géographiques. Donc c'était en gestation, mais effectivement, la mayonnaise n'avait pas pris parce que les conditions à l'époque n'étaient pas réunies. Elles commencent à l'être, donc effectivement, le marché est en train d'exploser, mais ça reste un marché de niche. On faisait référence à Google. Aujourd'hui, c'est un autre, GAFAM, qui a accéléré le processus. C'est clairement Meta. Pendant que Samsung, Apple, plusieurs acteurs chinois préparent leurs propres solutions, Meta est arrivé en force avec ce partenariat dont on a beaucoup parlé avec EssilorLuxottica. On pense évidemment aux Ray-Ban, d'abord Ray-Ban Stories, puis les Ray-Ban Meta. On parlait d'affichage tout à l'heure avec la Google Glasses. Il y a plus de 10 ans où finalement la lunette connectée s'était orientée sur une technologie d'affichage qui était peut-être trop avant-gardiste pour l'époque. Aujourd'hui, on voit que le marché est en train de démarrer, le marché de la lunette connectée est en train de démarrer en abordant plutôt le problème dans un autre sens, puisqu'il aborde d'abord le problème il passe plutôt par l'audio avant de passer par l'affichage aujourd'hui, clairement. C'est ce qui se passe en tous les cas avec les Ray-Ban Meta qui se concentrent d'abord sur l'audio. Oui, je pense que la principale raison aujourd'hui du décollage du marché, elle n'est pas tellement liée à ça, elle est d'abord et avant tout liée à l'exploitation d'une marque. Meta, effectivement, et surtout, évidemment, Ray-Ban et Oakley. Et donc c'est l'association. C'est l'association qui est le vecteur de... D'abord et avant tout, la marque des lunettes elle-même, donc Ray-Ban et Oakley, et la capacité de distribution d'un groupe comme EssilorLuxottica. Donc c'est ça qui fait que ça devient un accessoire de mode, qui est finalement à un prix relativement accessible par rapport à ce que pouvaient être d'autres objets connectés qui étaient très très pointus. Mais effectivement, en termes d'usage, la majorité des usages aujourd'hui sont liés à la connexion audio et encore assez peu à la connexion visuelle. Donc je pense que c'est la conjonction de ces deux phénomènes qui fait que c'est devenu un accessoire de mode et qui fait que, pour donner un ordre de grandeur, on parle à peu près de 10 millions de lunettes connectées vendues par rapport à plus d'1 milliard de smartphones. Donc c'est pour ça que je parle encore d'un marché de niche à l'échelle globale. Oui, ça se vend beaucoup, oui, ça s'accélère, mais ce n'est pas le même ordre de grandeur par rapport aux smartphones qu'on a dans nos poches. Justement, est-ce que ce marché de niche a un réel avenir aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut aussi se contenter de ce qu'il est aujourd'hui? Il peut rester un marché de niche comme il peut demain exploser. Est-ce que la lunette, c'est ce que nous disent certains experts qui viennent nous voir, notamment sur le plateau de Silmo News, qui nous disent que demain, la lunette va devenir le prochain terminal informatique du quotidien et pourra peut-être même remplacer le smartphone. Est-ce que c'est une réalité ou ça reste encore une forme d'utopie encore aujourd'hui ? Je pense qu'on est encore loin de la lunette connectée qui remplace le smartphone, ne serait-ce que pour les ordres de grandeur que je viens de donner. Après, oui, évidemment que le marché des lunettes connectées va continuer à croître de manière très significative. C'est pas pour autant que finalement cet objet-là va en remplacer un autre. Je pense qu'on sera dans un continuum d'expérience. De la même manière qu'il y a d'autres objets connectés, comme la montre que vous avez à votre poignet, ou d'autres types d'objets qui font qu'on va être finalement sur une fluidification des parcours digitaux. La différence, c'est qu'effectivement, les lunettes, il y a beaucoup de gens qui en portent au quotidien. Par définition, c'est un objet du quotidien et qui peut être aussi, comme une lunette de soleil, au-delà de l'aspect protection du soleil, un accessoire de mode. Donc, effectivement, le marché va continuer à se développer et comme vous l'évoquiez très bien, il y a encore un certain nombre d'acteurs majeurs qui ne sont pas rentrés sur le marché. Il y a des annonces de partenariat avec Warby Parker, avec Gentle Monster. Il y a effectivement Samsung qui va arriver. Il va y avoir probablement l'année prochaine, je pense, mais pas avant Apple. Donc le marché est en train de se structurer.
Vous parlez beaucoup, c'est la deuxième fois que vous faites référence effectivement à l'aspect mode, produit de mode aujourd'hui. Effectivement, vous faisiez aussi allusion aux montres connectées qui sont également arrivées par le biais de l'accessoirisation, puisque ces montres connectées connaissent un phénomène de mode de par le fait qu'on peut aussi les transformer avec des cadrans, avec des bracelets. Il y a quelque chose qui est moins finalement de la mode, enfin qui touche moins la mode, qui touche beaucoup plus la mode que le smartphone par exemple, qui est devenu un véritable besoin du quotidien. On a créé un besoin avec le smartphone. Sur ce qui est de la montre et peut-être de la lunette, on va davantage pour le moment sur le secteur de l'accessoire de mode encore aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, oui. Après, tout va dépendre des usages et de ceux qui vont s'installer. C'est-à-dire qu'au départ, un téléphone servait à téléphoner, mais finalement, de moins en moins. La montre, c'est pareil. On voit qu'on a de plus en plus d'usages associés bien au-delà de simplement donner l'heure. Mais ça reste effectivement voilà, un objet qu'on porte sur soi, qui traduit une identité, la lunette aussi. Mais voilà, il y a un certain nombre d'usages différents qui vont s'imbriquer de plus en plus. Et je pense que sur cette dimension-là, il y a évidemment l'aspect médical qui est absolument clé et qui est parfois sous-estimé dans les rythmes d'adoption, parce que si on regarde ne serait-ce que le marché français, ça peut être beaucoup plus complexe que dans d'autres marchés sur finalement toute la gestion de la filière médicale, de l'assurance, des mutuelles. Et donc c'est pour ça que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts où demain la lunette va remplacer le smartphone. D'ailleurs il faudrait qu'elle soit autonome, or elle s'inscrit plutôt dans une continuité d'expérience que dans une véritable autonomie. Il y a d'autres questions également qui se posent. Vous en faisiez également référence au début de cette émission, celui de la vie privée, la captation de données, reconnaissance faciale. L'Europe travaille beaucoup sur ces sujets aujourd'hui. Est-ce que ces questions peuvent freiner peut-être ou ralentir l'adoption de la lunette connectée ? Oui, certainement, et heureusement. Il faut un certain nombre de garde-fous parce qu'il y a un danger qui est loin d'être anodin à partir du moment où on peut filmer tout un chacun et ne pas respecter la vie privée des uns et des autres et utiliser la reconnaissance faciale, les Eye Act, encadrent cette dimension-là. Et il y a un certain nombre de respects des législations à avoir, donc ça pose une question. La reconnaissance faciale dans les lunettes connectées, ça consiste en quoi exactement aujourd'hui pour qu'on comprenne ? C'est tout simplement de potentiellement filmer ou prendre une photo de quelqu'un à son insu et d'identifier tout de suite la personne. Et voilà, qui est cette personne que j'ai en face de moi ? J'ai son nom qui est superposé parce que je vais matcher son image avec éventuellement une image disponible sur les réseaux sociaux. Est-ce que nous sommes suffisamment préparés justement à ces usages-là aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. De la même manière qu'il y a ne serait-ce qu'une quinzaine d'années, si vous preniez une photo avec votre smartphone dans un magasin ou même de quelqu'un dans la rue, c'était pas forcément quelque chose qui était socialement accepté. Donc ça va mettre un certain nombre d'années avant que socialement on accepte que ces lunettes puissent servir à autre chose qu'à corriger ma vue. Si on y est arrivé avec le téléphone, on va finir par y arriver avec les lunettes aussi. Les usages vont changer, c'est certain. Après, effectivement, à voir quel encadrement on va donner à ces nouveaux usages. Si on se projette justement dans 5, 10 ans, à quoi pourrait ressembler le magasin d'optique de demain ? Alors, je pense que c'est un magasin qui sera beaucoup plus équipé technologiquement. Certains commencent même à produire sur place. On voit qu'il y a de la téléconsultation qui est possible et qui se développe de plus en plus, avec une personnalisation de l'expérience, des approches beaucoup plus immersives. Donc des magasins finalement qui vont réutiliser de plus en plus les codes de l'électronique grand public, mais aussi selon les cas et selon les positionnements des marques, des logiques de distribution sélective. J'aurais pu évoquer aussi Jeans, la marque japonaise, qui a un concept store assez intéressant aux États-Unis avec des lunettes truffées de RFID avec des interactions QR code, et aussi en plein Tokyo, un magasin de 1000 m² où au-delà des démos, vous pouvez aussi avoir une approche beaucoup plus immersive,
une cérémonie de dégustation de thé avec une approche plus liée au style et à l'art contemporain, à la culture. Ce que fait Gentle Monster, ils ont un immeuble carrément de 14 étages avec une approche liée à l'art contemporain. Et donc ça va être très variable finalement selon le positionnement des marques et selon finalement le rapport au temps. Est-ce que je veux juste une lunette le plus rapidement possible ou est-ce que finalement je veux prendre mon temps pour découvrir de nouvelles expériences ? Mais alors, quelle sera la place de l'humain dans tout ça? Parce que c'est souvent ce qui fait peur aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle. On se demande où sera l'humain dans 5, dans 10 ans, 15 peut-être? Je pense que l'humain aura toujours ce sera toujours une dimension absolument essentielle parce que finalement, on est sur une approche de conseil, on est autour de problématiques de santé et donc ce sera toujours indispensable. Après, c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas plus de technologie pour tout ce qui est gestion des flux, gestion de la production, gestion de la personnalisation et faire en sorte qu'on ait un parcours qui soit très fluide entre l'ensemble des prestataires de la chaîne de valeur. Mais j'ai du mal à imaginer que on achète ces lunettes encore dans un distributeur automatique sans aucun contact humain. Ça me paraît encore pour le coup plus une utopie qu'autre chose. Et le métier d'opticien, alors justement, le métier d'opticien, demain, dans 10 ans, est-ce qu'il va forcément devoir évoluer aussi? Est-ce qu'on parle beaucoup aussi de la personnalisation, c'est-à-dire du besoin de rendre l'expérience plus individuelle aujourd'hui pour le client, pour le consommateur? Est-ce que finalement, il va y avoir besoin de travailler aussi là-dessus du côté des opticiens? Oui, je pense que ça va être effectivement essentiel. On souhaite avoir un parcours plus personnalisé et au-delà de la problématique un peu technique, où avant on gérait beaucoup la correction des verres, où on avait une approche peut-être un peu plus centrée sur le produit lui-même, il va falloir faire preuve de davantage d'écoute du consommateur, une approche plus empathique, plus tournée aussi vers ce que peuvent ou non recommander certains algorithmes. Et donc il faut pouvoir aussi avoir un petit peu de regard critique par rapport à ça pour finalement conseiller la personne que l'on a en face de soi. Donc je pense que le métier va effectivement pas mal évoluer avec un besoin de compétences beaucoup plus orienté autour du multisensoriel et pas simplement effectivement autour de la vision. Je pense Il y aura une approche plus globale, une convergence, une approche plus globale, effectivement, plus holistique, plus immersive de l'intégralité de la relation du consommateur à la marque. Ça veut dire que demain, il devra y avoir aussi une évolution du côté de la formation aussi de ces métiers? Oui, je pense. Ça commence déjà à être le cas sur la convergence avec l'audio. Où on recrute de plus en plus de personnes qui ont aussi une double formation autour de l'audio. Exactement. Donc on voit bien déjà que ça commence à évoluer. Et puis on est aussi sur la capacité à maîtriser un certain nombre d'outils. Si on doit s'intégrer dans le back-office, entre guillemets, dans la gestion avec des systèmes informatiques, de mutuelles, qu'il faut utiliser des agents aussi sur des terminaux informatiques, on voit bien qu'il y a une pluralité, une pluridisciplinarité qui est demandée pour ce type d'interaction. Une dernière question pour terminer. Aujourd'hui, pour les opticiens qui nous regardent, comment finalement se différencier peut-être des autres aujourd'hui pour proposer quelque chose peut-être, une approche client peut-être différente? Aujourd'hui, je pense effectivement, c'est les fondamentaux de la relation client et de l'expérience client qu'il faut maîtriser et beaucoup de marques ont encore du chemin à faire là-dessus et c'est vrai en dehors de l'optique, de manière générale dans le retail, les fondamentaux sont pas toujours exploités, donc ça va de l'écoute client, l'accueil client, la personnalisation, la gestion des données, simplement le service, le client n'aime pas forcément attendre, alors on a des dispositifs qui font que voilà, on permet au client de patienter, on améliore entre guillemets son expérience en magasin, mais tout ce dont on vient de parler, effectivement, c'est quelque chose qui va arriver dans les années qui viennent, mais c'est pas ça qui, aujourd'hui, fait que la marque se différencie. Donc, la capacité à différencier la marque, c'est de faire en sorte que cette problématique client, c'est une discipline transverse de l'entreprise. C'est pas uniquement les personnes en magasin, c'est l'ensemble de la chaîne, l'ensemble des employés, finalement, qui sont au service du client. Et ça, c'est une démarche qui permet vraiment de différencier et, finalement, de délivrer la promesse de marque. Merci beaucoup Thomas Husson. C'est à vous Marie-Letty.
Merci Mickaël, merci Thomas Husson pour ce bel éclairage. Vous l'avez compris, dans 3 mois, eh bien, c'est le grand rendez-vous, Silmo Paris 2026. On vous rappelle les dates du 25 au 28 septembre. Toutes les infos sont à retrouver sur silmoparis.com. Le mois prochain, eh bien, j'aurai le plaisir d'accueillir Vincent Chamaillard, qui est le directeur commercial Europe de Design Eyewear Group. D'ici là, eh bien, on ne se perd pas de vue. Bye bye.